Ouais. Oh, alors, le fun. Alors, le fun, moi, j'adore le fun parce que c'est très sérieux. Et puis, et puis on me dit souvent, comme on est un peu dans des civilisations, on va dire, catholiques ou comme ça, ou même musulmans, si on apprend, il faut souffrir un petit peu quand même. Il faut travailler, c'est dur, il faut souffrir. Alors, souvent, on me dit, mais est-ce qu'on peut vraiment apprendre avec des jeux vidéo? Puisqu'on s'amuse. On n'est pas là pour apprendre. Alors, le fun, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, selon moi. Alors, mon livre de base, que je peux vous mettre le lien, c'est un livre de 1936, c'est pas nouveau, qui s'appelle Homo Ludens, essai anthropologique sur la fonction du jeu dans les sociétés. Et donc, il vous explique que le jeu, voilà, il le définit comme ça, c'est des actions avec des règles très strictes. Et surtout, le jeu doit être en dehors de l'utilité ou de la nécessité matérielle. Vous voyez, c'est ça la clé du jeu, c'est qu'on joue pour jouer. Et c'est un petit peu comme l'apprentissage. L'apprentissage, il faut avoir le droit à l'erreur. Si on est sanctionné trop vite sur l'erreur, on ne va pas vraiment apprendre. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Et donc, on apprend dans des contextes protégés où il n'y a pas directement une utilité ou une nécessité matérielle. Donc déjà, ça fait un premier point commun entre le jeu et l'apprentissage. Et pour Homo Ludens et Huizinga, le jeu est la manière d'apprendre les codes sociaux. Vous voyez, en fait, ce n'est pas neutre du tout. Vous voyez, quand un des jeux les plus connus de mon époque, c'était le Monopoly, vous voyez, ça induit des relations entre les gens. Vous voyez, si le Monopoly, tout le monde a joué au Monopoly, on acquiert comme ça des comportements sociaux à travers le Monopoly. Pareil avec les échecs, par exemple. On fait perdurer, il y a le roi fait ci, la dame fait ça, les mouvements des pièces, toutes ces choses-là ont un impact sur notre représentation de notre vie en société. Alors, ça va très loin. Il vous parle du jeu au tribunal où tout le monde est déguisé avec des perruques et puis il y a toute une codification où il y a un jeu, le jeu de la guerre, le jeu de la religion aussi, où il y a des déguisements, il y a des choses, il y a des protocoles. Donc, vous lirez, si vous voulez, Homo Ludens de Huizinga, mais c'est la base et l'idée, c'est de dire que on ne peut pas vraiment apprendre s'il n'y a pas un jeu. Le jeu, c'est très sérieux parce qu'on est en train d'internaliser par le jeu tous les comportements sociaux. Et une société peut être basée sur les jeux. Souvent, on dit entre les États-Unis et la Russie, vous avez des joueurs de bingo qui affrontent des joueurs d'échecs. Ça va être compliqué. Vous voyez, joueur de bingo, il y a une société derrière. Vous voyez, le jeu traduit beaucoup des comportements sociologiques. Donc, c'est très important. Et puis après, j'ai travaillé sur le fun et la funologie, comme on dit. Alors, qu'est-ce que c'est le fun et pourquoi c'est fun? Le fun, c'est une réaction neurophysiologique. Donc, c'est ce qu'on appelle les circuits de la récompense, les circuits dopaminergiques. Je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais en gros, plus on est content, plus ça produit de la dopaminergie. C'est lié avec les instincts reproductifs et tout ça. Bon. Et donc, c'est cette boucle-là qui est activée. Et, on a une récompense, on est content, on veut plus, on continue et on n'arrive pas à s'arrêter. Et vous avez plein de théories là-dessus, sur la théorie j'ai oublié, du champ, euh, j'ai oublié le nom, où on perd la notion du temps tellement on est engagé dans une activité. Voilà, c'est les circuits dopaminergiques. Et alors, les jeux sont fun, et c'est là que ça rejoint beaucoup l'apprentissage. Quand on apprend de manière graduelle, comment maîtriser soit un pattern du jeu, soit un pattern de l'autre joueur. Vous voyez, on essaie de maîtriser dans une codification très précise. Et à partir de là, si un jeu est trop facile, il va être ennuyeux. Si un jeu est trop difficile, il va être ennuyeux. Et donc, il y a une notion d'apprentissage graduel. On apprend. Pour avoir un jeu vidéo qui est fun, il faut que ça soit toujours un tout petit peu plus difficile. Donc, on est toujours en train d'apprendre. Et c'est cet apprentissage-là qui est intéressant. Et c'est là qu'il y a un lien entre l'apprentissage et le jeu et qui est essentiel. Et donc, euh, excusez-moi, à partir de là, souvent on me dit, mais est-ce qu'on peut apprendre en jouant? Je dis, est-ce qu'on peut apprendre si on ne joue pas? Je ne pense pas. Je pense que s'il n'y a pas un moment de jeu, on n'apprend rien. Vous voyez, il faut qu'il y ait quelque chose de ludique, vous voyez, un exercice de maths un petit peu plus difficile. Vous voyez, vos enfants, comment ils apprennent. Si c'est trop compliqué, ils abandonnent. Si c'est trop simple, ils abandonnent. Tant qu'il y a un tout petit challenge, alors là, on se casse la tête à apprendre. Alors, la fonction de jeu est très, très liée à l'apprentissage. Ça, c'est mon point
Ça vient beaucoup de Huizinga, mais c'est très important. À partir de là, excusez-moi, à partir de là, il y a les jeux. Alors, vous avez les ingrédients de jeux vidéo qu'on peut recycler, que je donne aux enseignants en général pour leurs activités, parce que c'est des choses qui font qu'on engage les enfants dans un bon jeu. Alors, vous avez l'avatar. Donc, déjà, on change qui on est, on joue à être quelqu'un d'autre. Ça, c'est très motivant. La 3D, pour faire une simulation du réel. Le contexte narratif, avec une bonne histoire, vous accrochez. Le feedback, ça, c'est très important, parce que les technologies et les jeux renvoient un feedback rapide, et ça, c'est très important. Les réputations, les rangs, les niveaux, qu'il y ait un marché, une économie, des transactions. Ouais, c'est des règles de jeu qui marchent, ouais, les communications, les équipes, les règles et tout ça. Et l'erreur classique des jeux et des ressources, vous achetez des ressources pour vos enfants, vous les mettez devant l'ordinateur avec des ressources, l'erreur classique, c'est d'avoir deux objectifs séparés entre le jeu et l'apprentissage. Par exemple, je dois attraper des pommes, j'ai un petit bonhomme, il doit attraper des pommes, j'arrive à la fin du niveau, j'ai une question de mathématiques pour passer au niveau suivant. Les deux objectifs sont complètement séparés. Ça, j'appelle ça, c'est des jeux pour les parents. Ça. Les parents ils se disent, oh, on met des logiciels éducatifs, mais ce n'est pas du tout éducatif. Quoi, parce que le pattern qu'ils apprennent, c'est à faire sauter le bonhomme pour apprendre la pomme. Et après, la question de mathématiques, elle est à côté. Je vais vous montrer des exemples d'objectifs complètement séparés dans certains jeux. Et donc, le but d'achever le jeu avec succès et d'acquérir des compétences du monde réel doivent être liés. Vous voyez ? Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est important avec les technologies, jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est que l'élève est actif, il manipule des variables, il contrôle son action, et celle-ci induit un retour d'expérience, et ça augmente énormément la motivation. C'est ça qui augmente. C'est cette boucle-là, entre l'œil et la main, qui fait que ça augmente la motivation. Ça développe la pensée critique, les interactions sociales. Dans les expériences de Papert, si vous voulez faire du bebop, c'est bien. Mettre deux enfants qui font du bebop à deux, c'est encore mieux, parce qu'ils développent encore d'autres types de compétences qui sont collaboratives, qui sont parallèles. Je vais vous en parler juste après. Et donc, vous avez plein de littérature. Je ne vous ai pas tout mis là, je n'ai pas mis à jour. Mais compétences motrices, techniques, compétences métacognitives, des compétences en gestion, des compétences sur l'identité sociale des joueurs dans les jeux en ligne où il y a des interactions avec les gens, le travail collaboratif, tout ça, les jeux et les ressources sont une mine, si c'est bien utilisé, pour l'apprentissage. Alors, j'ai quelques exemples pratiques. Je vais aller vite parce que je n'ai pas, on pourrait parler des heures, mais vous avez ça, par exemple, que je donne souvent comme exemple. C'est un mot croisé sur les différentes parties de la cellule. Okay. Ça, c'est censé être un logiciel éducatif. Alors, pour vous dire que c'est l'usage qui compte, c'est pas le logiciel en soi ne fait rien, c'est ce qu'on en fait. Si je mets ça directement aux enfants, est-ce que vous pensez qu'ils vont apprendre à utiliser la cellule? Ils ne vont pas. Vous voyez, ils auront la définition, ça peut leur demander de faire des recherches et tout ça, effectivement. Mais basiquement, ce qui est appris dans ce truc-là, c'est l'orthographe. Donc, vous pouvez apprendre l'orthographe si vous voulez, mais vous n'allez pas apprendre le schéma de la cellule juste avec ce logiciel éducatif. Vous voyez? Donc, selon le type de logiciel, on peut l'utiliser, mais ça n'explique pas tout. Vous voyez? Donc, il faut regarder comment il est utilisé. Donc là, vous allez apprendre l'orthographe, parce que c'est un mot croisé. C'est sur la cellule, mais la cellule, il va falloir l'étudier par ailleurs. Ce logiciel-là ne va pas vous permettre d'apprendre la cellule. Simpliland, alors là, vous avez beaucoup de trucs comme ça, commerciaux, gratuits, avec des petits trucs payants, avec des abonnements et tout ça. On n'est pas trop dans le constructionnisme, généralement, même si on vous met toujours des décors et des scénettes et des choses, et on vous vend, ça coûte très cher à faire, hein. Donc on vous vend le design, et les couleurs et les mouvements, mais derrière, ça reste très behavioriste. Je n'ai pas parlé du behaviorisme, stimulus-réponse, vous voyez, mais je vous ai dit, regardez ce que fait l'enfant à l'écran, et ça, c'est très important. Donc avec ça, en général, vous pourrez renforcer des connaissances qui ont été apprises par ailleurs, vous pourrez évaluer des connaissances, mais pour apprendre en tant que tel, ça va être difficile parce que c'est juste des questions-réponses. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'explication, ou très peu. Vous avez ces types d'exercices du C, C, D, je ne me rappelle plus qui fait ça, probablement vous les avez déjà vus.
C'est un truc, un organisme francophone au Québec. Alors, c'est très bien. Vous avez plein de choses comme ça, vous voyez, c'est l'accord de l'adjectif de l'attribut, vous choisissez les trucs. Mais là encore, c'est behavioriste, au sens de stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne réponse. Mais vous n'avez pas l'explication de la règle. Donc, vous pouvez évaluer les connaissances, vous pouvez comment dire, évaluer les connaissances, vous pouvez renforcer un apprentissage, mais ça ne permet pas juste d'apprendre. Il vous faut une leçon à côté, il vous faut une explication à côté. Vous voyez. Autre type de jeu, NetMath. Je pense que tout le monde connaît, là. Si vous êtes parent, vous connaissez NetMath. Tout le monde, ça fait un carton, là. La pandémie, ça a été l'heure de gloire de NetMath, on va dire. Comme Zoom. Et Zoom, ouais. Et Amazon. Mais le NetMath, c'est super bien. Mais ça reste behavioriste aussi. C'est des exercices. Vous voyez, il n'y a pas forcément une histoire. Ce n'est pas un jeu vidéo hyper motivant, mais c'est très bon parce que ça met de l'activité. Ça reste behavioriste, mais c'est positif. Et surtout, là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'enseignant derrière qui fait les leçons et qui choisit les exercices qu'il donne aux élèves. Donc déjà, on commence à avoir une notion d'adaptation à l'élève qui est intéressante parce que c'est l'enseignant qui choisit les exercices qui vont être diffusés à chaque élève, vous voyez. Alors là, ça devient intéressant, NetMath, même si, au fond, c'est questions-réponses. Et ce que fait l'élève, ben, il répond aux questions en choisissant. Vous voyez. Il y a très peu de rédaction, il y a très peu d'élaboration, vous voyez, en termes de faire. Voilà, il doit juste cliquer les réponses, quoi. Donc, c'est très question-réponse behavioriste. Mais comme le prof, par ailleurs, peut choisir le niveau, ça devient très intéressant. Ça a très bien marché. Puis les enfants aiment même le behaviorisme parce que, voilà, ils cliquent, ils répondent et tout ça. Après, s'ils ne comprennent pas la règle, s'ils ne l'ont pas appris par ailleurs, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est un exemple de jeu vidéo, de technologie éducative en Inde, où on faisait des collams. Voilà, je vous l'ai mis parce que je trouve ça super intéressant. Et donc, le pattern avait tendance à se perdre dans la culture. Donc, ils ont créé ça avec ils ont fait un outil à l'école pour essayer de reproduire les règles de construction de ce design qui est traditionnel et qui sert pour des fêtes, je crois, si ma mémoire est bonne, pour des sols, des entrées, tout ça, de bienvenue dans des nouvelles maisons, des choses comme ça. Et donc, ce truc-là, alors ils ont commencé à faire des ateliers à l'école digitaux pour déjà apprendre à faire les collams. Je crois que c'est ça. Hein. Il faudrait peut-être retrouver la publication, mais ça. Vous avez tous les systèmes de mathématiques où là, ce qui est faire, et c'est pareil pour ici, hein, on fait des choses qui deviennent très compliquées en termes de couleurs, en termes de manipulation. On commence à manipuler des objets à l'écran qui sont compliqués. Et là, vous touchez directement à la connaissance. Vous voyez, ce n'est pas Minecraft, mais c'est un petit peu pareil. C'est des simulateurs où vous touchez les angles, vous voyez bouger les angles en même temps que vous bougez les droites. Vous touchez au concept mathématique. Donc, vous êtes déjà un petit peu en train d'apprendre. Beaucoup plus que juste des questions-réponses vraies ou faux. Vous voyez, donc là, il y a beaucoup plus de manipulation. Ce qui est fait est beaucoup plus intéressant. Et puis après, vous avez des trucs qui ne sont pas des jeux éducatifs, mais qui accélèrent énormément l'apprentissage. Vous avez par exemple l'empereur de l'Antarctique, ou Antarctique, j'avais fait un article dessus, où c'est un réseau social, en fait, c'est un jeu. Hein. Donc vous rentrez, vous êtes un petit pingouin, et puis vous commencez. Alors, il vous faut une maison, alors, il vous faut un truc, et puis vous avez un marché, puis vous pouvez commencer à cultiver des trucs, vous voyez, vous pouvez commencer à avoir une existence sociale, vous pouvez échanger. Et ça vous oblige à... C'est un support extraordinaire pour l'apprentissage, parce que vous avez toutes les motivations du jeu vidéo, et dedans, vous commencez à toucher au pourcentage, les additions, les soustractions. Vous pouvez produire des affiches pour vendre le truc. Tout ça, c'est dans le curriculum de l'Ontario. Donc, vous pouvez recouvrir énormément de choses avec un truc qui est complètement transversal. Vous voyez, et ça, c'est très engageant pour les élèves et pour les jeunes. Et puis, vous avez Minecraft, où si vous rajoutez les couches mathématiques, vous pouvez faire des miracles aussi au niveau des maths. Mais encore une fois, il faut rajouter un petit peu de guidage, je dirais, d'un point de vue éducatif pour qu'on puisse avoir vraiment une leçon et puis qu'on puisse apprendre quelque chose. Quoi. Parce qu'en soi, c'est assez difficile toujours d'apprendre. Il faut de la médiation humaine. Hein. Si vous voulez mon point de vue, il faut toujours de la médiation humaine pour apprendre. Hein. Un enfant qui est nul en maths, c'est un enfant qui est nul en maths, je vais vous dire, c'est ça le constructionnisme. Ce que je répète à mes étudiants, pour moi, hein. Un enfant qui est nul en maths,
c'est pas parce qu'il est bête et qu'il n'arrive pas à faire les maths. C'est parce qu'il a eu un prof de maths qui l'a bloqué. Vous voyez, je ne connais pas quelqu'un qui est nul en maths et qui ne peut pas me dire, ah ouais, moi j'ai eu tel mec, il m'a traumatisé. Et, et même aujourd'hui, je donne des cours de statistiques quantitatives à l'université. Ils arrivent, ils sont terrorisés des maths. En plus, ils sont en éducation, c'est des enseignants. Tu vois, c'est pas leur truc, ils n'ont pas choisi maths, hein, ils ont choisi éducation. Et oui, il faut commencer par là. Tu as toujours un prof qui t'a traumatisé au départ. Alors, c'est une histoire humaine d'apprendre. Hein. Vous ne pouvez pas Ouais. juste avoir des jeux et ça va remplacer les... Au contraire, non, non, pas du tout.